Ce soir, à l'émission, une nouvelle école secondaire pour 2028 à Prévost. Je pense que c'est la totale. Des essais concluants pour les minibus électriques de l'Otenda. Les opérateurs aiment beaucoup ça parce que ça améliore la sécurité de conduite. Et le sommet des Jardins est inauguré au bois de Belle-Rivière. Le sommet le plus haut à Mirabel, on parle de 23 mètres. En entrevue, Gabriel Garnier nous parle de la 27e édition du défi Ose entreprendre à Mirabel. C'est une opportunité de gagner des sous. On a des prix, effectivement, au local, au régional, national. Je m'entretiens également avec le comédien et danseur Jean Buis à propos du défi 28 jours sans alcool. J'ai rencontré quelqu'un qui avait tellement de plaisir, un plaisir très authentique dans la vie en ne consommant rien. Enfin, Caroline Dionne fait le point sur la récente éclosion de rougeole au Québec et dans les Laurentides. C'est la pandémie elle-même, parce que ça a entraîné un recul de la surveillance, de la rougeole et de la vaccination également. Bienvenue à Accès local. Mardi 22 janvier 2025, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Jonet pour cette première émission de la saison 2025. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Alors, hier, le premier ministre François Legault était de passage à Prévost pour faire l'annonce de la construction d'une école secondaire. Oui, Claude, la toute première école secondaire de la ville de Prévost, dont la construction débutera en mai et qui pourra accueillir plus de 1200 élèves. Ce sont 226 millions de dollars qui seront alloués pour cette nouvelle construction, bâtie sur le modèle des écoles nouvelle génération du gouvernement provincial. On écoute à ce sujet M. Legault. Il va y avoir 35 classes, 6 laboratoires de sciences, 7 locaux pour les arts, un auditorium de 300 places et 2 gymnases qui se séparent en deux. Puis il va y avoir aussi un terrain de football. Donc, je pense que c'est la totale. Cette nouvelle école, qui est attendue depuis de nombreuses années par les citoyens de la région, permettra d'accueillir des élèves de Saint-Hippolyte, notamment, qui doivent se rendre présentement jusqu'à Saint-Jérôme. Le maire de Prévost, M. Paul Germain, a annoncé que la rue où sera construite l'école dans le secteur du Vieux-Shawbridge sera renommée Avenue du 4 mai en l'honneur des citoyens de Prévost ayant manifesté à cette date-là en 2019 pour demander une école secondaire dans la municipalité. Alors, si tout va bien, cette nouvelle école devrait accueillir les premiers élèves lors de la rentrée 2028. On s'en va complètement ailleurs. Le transporteur Exo a dévoilé, ça c'était la semaine dernière, les résultats des tests routiers des nouveaux autobus électriques. Vous étiez sur place. Oui, Claude, c'est un bilan très positif que dressait Exo de son expérience avec les véhicules de l'Otenda, une compagnie québécoise située à Longueuil, spécialisée dans la conception et la construction de véhicules électriques pour le transport en commun. L'autobus en question, plutôt le Midibus, c'est l'Electrip. Zéro émission et d'une longueur de 9 mètres. Il peut accueillir au total 44 passagers. À l'aide d'une recharge de 2 heures, le véhicule a une autonomie moyenne de 300 km. Les essais routiers ont eu lieu à Saint-Eustache sur les lignes 91 et 88 d'Exo sur une période de 18 semaines avec la collaboration de la compagnie eustachoise Robert Paquet Autobus et Fils. Et durant cette période, plus de 2000 km ont été parcourus par les Electrips avec et sans passagers. Et certains d'entre eux, Clara, ont partagé leur avis. Quel est le bilan de ces essais routiers? Alors, la satisfaction moyenne des usagers est élevée à 4,5 sur 5. Les éléments qui ont particulièrement plu aux passagers sont l'espace à l'intérieur du minibus, la conduite fluide et la facilité à monter et à descendre du véhicule. L'éclairage, le faible niveau de bruit et la disponibilité des sièges sont aussi des aspects qui ont été bien notés par les usagers sondés. Benoît Charette, ministre de l'Environnement et de la lutte au changement climatique et député de la circonscription de Deux-Montagnes, était aussi présent lors de la conférence de presse. Il se dit fier que ces tests aient été conduits dans la région avec une entreprise eustachoise. En 2020, le gouvernement québécois avait accordé 3,5 millions de dollars à l'Otenda pour le développement de l'Electrip dans le cadre du programme Technoclimat. Et qu'est-ce qu'il a de si particulier, de si différent, cet autobus? Déjà, c'est un véhicule électrique testé et adapté pour toutes les météos. Donc, dans les meilleures conditions climatiques, l'autonomie de la batterie est de 360 km et dans les pires de 240 km. L'autobus est spécialement isolé pour l'hiver québécois et comporte un plancher chauffant pour rendre l'habitacle agréable tout en minimisant l'utilisation d'énergie. L'électrique est aussi plus facile à manier qu'un autobus normal et peut rouler sur des routes plus difficilement accessibles grâce à sa taille, mais aussi de par sa manœuvrabilité optimisée. Jonathan Beaulieu, qui est vice-président des programmes chez l'Otenda, nous donne plus de détails à ce sujet. On l'écoute.
Ce qui nous permet de faire ça, c'est d'avoir un essieu arrière directionnel. Donc, les roues arrière viennent tourner dans le sens opposé de la direction où on va tourner. Fait que pour vous donner un exemple, là, quand un autobus standard tourne à droite, il doit empiéter légèrement dans l'autre voie. Bien, nous, on n'a pas besoin d'empiéter. Donc, c'est vraiment plus sécuritaire comme opération. Puis les opérateurs aiment beaucoup ça parce que ça améliore la sécurité de conduite. Puis on va avoir une meilleure visibilité de conduite aussi avec un angle de vision pour les chauffeurs très, très grand. Et la taille réduite de l'autobus, vous le disiez, répond à certains besoins pour Exo. Tout à fait. Avec l'Electrip, le Tenda vise des clients comme les municipalités, les universités, les aéroports, par exemple, qui peuvent avoir besoin de services de navette. Chez Exo, les véhicules de 9 mètres peuvent être pratiques pour les circuits moins utilisés ou passant dans les quartiers résidentiels. L'Electrip a aussi été pensé pour son accessibilité. Monsieur Beaulieu nous explique comment le véhicule se démarque sur ce plan. On a retiré la boîte de roues de l'espace passager. Donc, quand on rentre dans le véhicule, c'est très, très large à l'avant. Une personne à mobilité réduite peut s'asseoir très près du chauffeur. Puis d'avoir une communication avec le chauffeur, bien, c'est rassurant quand on prend l'autobus. Donc, un bilan, somme toute, assez positif, très positif même. Est-ce que ça a donné lieu à une transaction? Est-ce que le calepin de commande se remplit? Alors, pour le moment, Exo n'a annoncé aucun achat chez le Tenda. Cette année, le transporteur devrait faire l'acquisition d'un premier autobus électrique de 12 mètres dans le cadre d'Exobus, le programme d'électrification de la compagnie qui s'échelonne sur une vingtaine d'années. Toutefois, l'acquisition d'Electrip est dans les plans à plus long terme de la société de transport. On peut écouter à ce sujet Marc Rousseau, qui est directeur exécutif de l'exploitation chez Exo. Et les véhicules de 9 mètres comme celui-ci, nous, on voit ça dans l'horizon de 2028 à peu près, là, parce que le gros de notre besoin va se produire autour de 2030. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question du sommet Desjardins. À plus tard, Claude. En raison des grands froids prévus cette semaine, la Direction de santé publique des Laurentides rappelle à la population que l'utilisation de foyers, de poêles à bois ou de systèmes de chauffage accroît le risque d'intoxication au monoxyde de carbone. Lorsqu'on les utilise, il faut s'assurer que la pièce soit bien aérée, que les appareils soient bien ramonés et que les cendres soient vidées à l'extérieur dans un contenant en métal fermé. Ce gaz toxique, invisible et inodore peut entraîner des séquelles permanentes ou même la mort. Seul un détecteur de monoxyde de carbone peut vous alerter de la présence de ce gaz. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable rappelle à son tour que la conduite hivernale par temps très froid présente certains risques. L'adhérence des pneus et l'efficacité des produits de déglaçage sont particulièrement réduites dans ces conditions. Les conducteurs sont fortement invités à adapter leur conduite en conservant, entre autres, une plus grande distance avec les véhicules qui les précèdent. Afin de mieux sécuriser les routes, les abrasifs seront répandus sur les routes plutôt que les fondants généralement utilisés. La 27e édition du défi Ose entreprendre est en marche et les inscriptions pour la première étape de ce concours entrepreneurial se poursuivent jusqu'au 11 mars. Pour en parler, je reçois Gabriel Garnier, qui est coordonnateur au développement des entreprises pour la ville de Mirabel et responsable du volet local de cette compétition. Bonsoir, Monsieur Garnier. Bonsoir. Alors, il y a des milliers de participants chaque année. Il y a une bourse globale de 800 000 $ en bout de ligne pour cette édition-là. Pour commencer, rappelez-nous brièvement ce que c'est que le défi Ose entreprendre. J'aime le décliner en 3 dimensions, 3-4 dimensions. Premièrement, le défi Ose entreprendre, c'est une opportunité de rayonnement pour les entreprises du Québec. Oui. Ça, c'est ce qu'on doit retenir. Deuxièmement, c'est une possibilité aussi pour les entreprises d'intégrer une communauté d'affaires. Ça leur permet de réseauter, de rencontrer des entreprises, des fois qui ont les mêmes défis, aussi des mêmes solutions aux mêmes enjeux. Aussi, c'est une opportunité de gagner des sous. On a des prix, effectivement, au local, au régional, national, entre autres. Puis pour moi, aussi, ce que j'aime dire, au niveau psychologique, c'est très valorisant aussi. C'est-à-dire, ça permet de préparer des fois des entreprises. On a à faire un pitch, on a à défendre son idée, on a à se montrer. Je trouve que ça les prépare bien. Puis souvent, ce qu'on voit émerger au terme, finalement, du concours, c'est un gain en confiance aussi, particulièrement, par exemple, pour des entreprises en démarrage. Voilà. Bon, il y a différentes étapes, vous l'avez dit, du concours qui nous mènent jusqu'en juin. Il faut d'abord passer par le volet local. Oui. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire pour se retrouver parmi les finalistes locaux? On a un jury. Oui. Donc, premièrement, nous, moi, par exemple, puis mes collègues, on sollicite les entreprises. On les invite à participer à un jury où est-ce qu'ils doivent présenter leur entreprise, leur modèle d'affaires, leur mission. On les évalue. Et puis après ça, on a le gala local. Donc, on les invite, ils se présentent, puis finalement, le jury est amené à faire un choix selon vraiment un formulaire qui est très détaillé. Donc, c'est vraiment plusieurs critères qui englobent toutes les fonctions de l'entreprise, que ce soit le projet, le produit, la valeur ajoutée, etc. Et puis, voilà pour ce qui est du local. OK. Bon, il y a 3
3 volets. Vous vous occupez pas, vous, à Mirabel, du volet scolaire, mais vous vous occupez de 3 volets. Création d'entreprise. Ben, ce qui est le fun, en fait, de la création d'entreprise, c'est vraiment l'opportunité pour des entreprises en démarrage de faire valoir ce qu'ils font, de se faire connaître, de se faire voir. Puis ce qui est intéressant dans le volet entreprise, c'est qu'il y a plusieurs volets au niveau volet entreprise. Ça peut être aussi bien, par exemple, le commerce, l'économie sociale. Des fois, on pense que c'est juste une entreprise technologique. C'est pas vrai. Une entreprise qui veut partir un beau projet en économie sociale, c'est faisable. En innovation sociale, c'est faisable. Transformation, innovation technologique, service aux entreprises, service aux individus, c'est assez large, ce qui permet vraiment à tout type d'entreprise qui se démarre de venir se montrer, de rayonner. Il y a un volet qui s'appelle aussi Réussite Inc. Ça s'adresse à qui, ça? Ça s'adresse particulièrement aux entreprises qui ont déjà participé au défi Ose entreprendre et qui sont encore là 5 ans plus tard. Et c'est une façon pour nous de dire, vous avez passé le cap du 5 ans, venez vous faire voir, venez célébrer finalement votre réussite, d'avoir vécu non seulement plus de 5 ans, d'être solidifié puis d'être une entreprise qui participe à l'économie québécoise 5 ans après votre passage à Ose entreprendre. L'autre volet, c'est faire affaire ensemble. Même question, ça s'adresse à quel genre? Ben, c'est formidable. En fait, faire affaire ensemble, ça veut valoriser les entreprises qui ont au moins un fournisseur québécois. Fait que ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a des avantages, puis c'est le fun de valoriser ces entreprises-là qui prennent soin d'intégrer vraiment l'économie locale, qui raccourcissent la chaîne d'approvisionnement, par exemple, et qui s'approvisionnent auprès de fournisseurs québécois. Donc, tout type de service. Il faut comprendre que c'est pas toujours le cas, donc. C'est pas toujours le cas, puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas juste quand on parle d'un bien ou d'un bien physique. Ça peut être, par exemple, le service comptable, une nouvelle technologie, un CRM, par exemple. Il y a des technologies qui sont développées ici, puis on veut supporter et encourager les entreprises québécoises de faire affaire à des fournisseurs québécois. Quels sont les critères d'évaluation, là, et qui examine les candidatures? Vous avez parlé d'un jury tout à l'heure? Tout à fait. C'est des gens du milieu? Ça, c'était une très belle question. En fait, souvent, c'est très représentatif de la communauté. Fait qu'il va avoir, par exemple, moi, une collègue. Il va avoir aussi vraiment des représentants de la communauté d'affaires. Par exemple, au jury, d'habitude, on est à peu près 5-6 personnes, souvent au moins 2-3 entrepreneurs, un accompagnateur en entreprise, par exemple, un mentor, des gens d'expérience vraiment sur le terrain. En terminant, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à un entrepreneur qui hésiterait à s'inscrire? Ben, en fait, ce que je dirais, c'est qu'il n'y a rien à perdre, tout à gagner. Au final, ça coûte rien. Absolument pas. Puis c'est une belle préparation. Ça permet vraiment de se faire voir. Ça se permet peut-être même de se faire des amis entrepreneurs, de trouver des coachs. C'est-à-dire que vraiment, il y a juste des avantages à participer à ce concours-là. Et comme vous l'avez dit, on est rendu, ça fait plus de 20 ans que ça existe. Donc, je pense que ça a fait ses preuves. Alors, j'encourage toutes les entreprises du Québec, de la région, particulièrement des Laurentides, de s'inscrire puis de venir participer. Gabriel Garnier, coordonnateur développement des entreprises à Ville de Mirabel, responsable du volet local du concours du défi Ose entreprendre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu. Le maire de Rosemère, Éric Vestram, invite les citoyens à l'édition 2025 du Carnaval qui se tiendra le samedi 1er février de 11h à 15h au parc Charbonneau. Plusieurs activités seront au rendez-vous telles que jeux gonflables, jeux d'adresse, initiation à la planche à neige et au vélo à pneus surdimensionnés, de même que des promenades en carriole. Les Rosemérois sont invités à apporter leurs traîneaux et patins afin de profiter de la glissade géante et de la patinoire aménagée dans le parc. Un disque jockey sera sur place afin d'assurer l'animation musicale de l'événement. La députée des Plaines, Lucie Lecourt, annonce que la ville de Sainte-Anne-des-Plaines recevra une aide financière de plus d'1 million de dollars dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale 2025-2026. Ce montant permettra de soutenir le projet de réaménagement de la 5e avenue et du rang Sainte-Claire. Le programme vise à augmenter la sécurité et la qualité de vie des usagers et à moderniser les infrastructures. C'est le moment de parler santé publique avec Caroline Dionne, qui est de retour avec nous pour 2025. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. On va parler donc de cette nouvelle éclosion de rougeole qui a commencé au Québec en décembre, qui se poursuit, un problème qui est vécu un peu partout à travers le monde. On va faire l'état des lieux chez nous. Il y a combien de cas de rougeole qui ont été déclarés au Québec selon les plus récentes données? En date du 16 janvier, il y a 11 cas confirmés de rougeole déclarés dans le cadre de cette éclosion, dont 6 dans les Laurentides. Pour chaque cas de rougeole déclaré au Québec, il y a une enquête pour trouver l'origine de l'infection et aussi pour identifier les personnes à risque d'avoir été exposées au virus de la rougeole. Sur le site québec.ca/rougeole, d'ailleurs, vous allez retrouver toute l'information sur la rougeole là-dessus. Vous allez retrouver un tableau avec certains lieux fréquentés par les cas confirmés de rougeole. Donc, les personnes qui se trouvaient dans ces endroits-là, aux dates et aux heures précisées dans le tableau, sont des contacts d'un cas confirmé de rougeole. Donc, ces personnes
personnes-là, si elles ne sont pas protégées contre la rougeole, doivent s'isoler. Il est recommandé aussi de vérifier ces tableaux-là régulièrement parce que les informations vont changer au fur et à mesure que l'enquête avance. Et on recommande également de surveiller les symptômes de la rougeole si on est allé dans ces lieux-là et qu'on n'est pas protégé. Et quels sont-ils, les symptômes de la rougeole? Bien, ça ressemble beaucoup au départ à plein d'autres maladies. Donc, fièvre, congestion nasale, écoulement nasal, toux, conjonctivite. Et là, on a les yeux sensibles à la lumière aussi, un malaise généralisé. Et ensuite, les rougeurs vont apparaître au visage et sur le corps. 90% des personnes qui ne sont pas immunisées contre la rougeole, qui entrent en contact avec le virus, deviennent malades. C'est extrêmement contagieux. D'accord. Et quel est le portrait de la situation sur le plan mondial? Selon l'OMS et le CDC des États-Unis, on estime à 10,3 millions le nombre de cas de rougeole en 2023. C'est une augmentation de 20% par rapport à 2022 quand même. Donc, l'augmentation des cas, ça a principalement touché les régions de l'Afrique, Méditerranée orientale, Europe, Asie du Sud-Est, Pacifique occidental. Il y a eu des flambées importantes aussi dans 57 pays. Les nouvelles données montrent que près de 108 000 personnes, principalement des enfants de moins de 5 ans, sont mortes de la rougeole aussi en 2023. Et on l'explique comment, cette hausse des cas? Comme l'expliquait le docteur Carl Weiss de l'Hôpital général juif à Montréal dans une entrevue avec Radio-Canada, il y a 3 facteurs qui expliquent la résurgence des cas. Tout d'abord, les nids d'infection dans les pays en guerre. Évidemment, quand on se trouve dans un pays en guerre, on pense à sa survie, on pense pas nécessairement à faire vacciner ses enfants. Aussi, il est bien possible que les infrastructures médicales soient inexistantes dans ces pays-là. Deuxièmement, il y a le mouvement anti-vaccin aussi qui est apparu en Occident avant la pandémie, qui a été énergisé par la pandémie. On se souvient qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient contre les vaccins à ce moment-là. Donc, il y a des travaux qui ont été publiés en 1998 dans la revue The Lancet, qui avait vraiment semé la panique parce que l'étude avait établi un lien entre le vaccin contre la rougeole et l'autisme. Finalement, on avait publié les résultats d'une étude qui était réalisée avec une douzaine d'enfants. Et suite à ça, eh bien, il y avait une baisse marquée de la vaccination dans les pays en Occident, dont le Canada. Finalement, le journal The Lancet s'est rétracté en 2010 et a retiré l'étude de ses archives. Et par la suite, il y a eu plusieurs études publiées qui n'ont établi aucune corrélation entre le vaccin de la rougeole et l'autisme finalement. Et le troisième facteur qui peut expliquer la hausse des cas, eh bien, c'est la pandémie elle-même, parce que ça a entraîné un recul de la surveillance de la rougeole et de la vaccination également. Donc, 2 doses de vaccin contre la rougeole permettent d'éviter la maladie, mais en 2023, là, il y a 22 millions d'enfants qui n'avaient pas reçu aucune dose, en fait. Là. Dans une population aussi, ça prend une couverture vaccinale minimum de 95% avec 2 doses de vaccin contre la rougeole pour prévenir les épidémies et protéger la population. Et quelles sont les personnes les plus vulnérables face à la maladie? Surtout les bébés, les enfants qui n'ont pas reçu leur dose de vaccin rougeole, rubéole, oreillon, les personnes avec un système immunitaire affaibli, les femmes enceintes non vaccinées, les personnes qui n'ont pas été immunisées contre la maladie, les personnes non vaccinées et nées après 1970. D'accord. Il y a toutes sortes de complications possibles de la rougeole. On ne les énumérera pas parce que le temps file. Oui, exactement. En conclusion, Caroline. En conclusion, la rougeole, c'est une maladie sérieuse, très contagieuse. Je l'ai attrapée moi-même et j'en suis encore traumatisée. Donc, la vaccination, c'est le meilleur moyen de se protéger si vous n'êtes pas vacciné et né après 1970. Allez vous faire vacciner. Très bon conseil. Merci, Caroline. De rien. Tout au long du mois de février, la Fondation Jean Lapointe tiendra la 12e édition de son défi 28 jours sans alcool, un exercice qui se veut à la fois un appel à la réflexion et une collecte de fonds majeurs pour l'organisme. J'en parle avec le comédien et danseur Jean Buis, qui est l'un des 4 ambassadeurs de l'événement. Bonsoir, Jean Buis. Bonsoir, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Dans le vocabulaire de cette campagne-là, il y a un clin d'œil qui est fait au prénom de Jean Lapointe avec des verbes incitatifs comme j'embarque, j'en profite, j'en donne, j'encourage. Dans votre cas, c'est j'embarque. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? J'embarque. J'embarque dans le défi
Parce qu'on veut inciter les gens à participer au défi 28 jours sans alcool, parce qu'on veut amasser les fonds cette année. Notre objectif est de 900 000. Puis ces fonds-là vont servir à financer les différentes activités de la maison Jean Lapointe. Ouais. Alors moi, j'embarque, et toi? Voilà. Dans votre vidéo de présentation, vous parlez de cette impression assez répandue que c'est presque pas envisageable de faire la fête et d'avoir du plaisir sans consommer de l'alcool ou autre chose. Est-ce que votre perception a changé à ce niveau-là? Ah, absolument. Ouais. Moi, ça a changé quand j'étais en début vingtaine, si je me trompe pas. Ouais. Donc, c'était très présent, tu sais, de boire socialement, puis facilement dans le cerveau, ça a comme switché, ça a fait ben, j'ai associé de l'alcool avec le plaisir. Ouais. Mais en tant que jeune adulte, j'ai changé cette habitude-là parce que j'ai rencontré quelqu'un qui avait tellement de plaisir, un plaisir très authentique dans la vie en ne consommant rien. Puis ça m'a beaucoup inspiré. Alors, presque du jour au lendemain, j'ai arrêté puis j'ai continué de vivre de cette façon. Donc, la preuve est faite que ça se peut. Jean-Bu, le défi 28 jours sert de prétexte à une collecte de fonds pour la Fondation Jean Lapointe, on l'a dit tantôt, avec un objectif de 900 000 Quels sont les différents moyens que vous donnez pour y arriver? Bien, si vous visitez le site défi28jours.com, on peut y participer. Puis une participation, c'est un don de minimum 28 $. Puis ces fonds-là, c'est ça, c'est un investissement dans la santé du Québec. Ça va financer les programmes de la Maison Jean Lapointe, donc de prévention, d'accompagnement et de traitement des problématiques liées aux dépendances. Ouais. On en fait chaque année un bilan chiffré là, du défi 28 jours. Qu'est-ce qu'on sait des gens qui l'ont relevé, le défi? Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on reçoit comme témoignage de leur part? Ah, ben que la Maison Jean Lapointe emploie des gens très professionnels, puis que c'est fait avec douceur et bienveillance. Mais pour être plus précis, je pense qu'il faudrait visiter le site pour voir. Il y a plusieurs témoignages. Je pourrais pas les nommer ou les dire comme ça. Là. mais oui, il y en a beaucoup. Mais moi, je parle pas des services qu'on donne, mais sur le défi lui-même, les gens qui relèvent le défi. Est-ce qu'on a des échos de ça? Oui, si je me trompe pas, même les chiffres, je pense que les chiffres sont sur le site, mais si je me trompe pas, il y a une diminution de consommation d'alcool au Québec chez les jeunes. Oui, OK, donc il y a un effet direct. Là. Oui, absolument. J'ose le croire. Oui. On peut participer, s'inscrire, se faire parrainer, puis tout ça. Puis moi, j'ai vu sur le site, justement, que vous nous invitez à visiter, qu'on peut aussi, en échange d'un don de 89 $ et plus, obtenir une boîte défi. Ça, est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a dedans? Oui, donc la boîte défi revient cette année, et ça, pour seulement 89 $ et plus. Cette boîte défi regroupe plein de produits locaux, que ce soit des cafés de compagnies locaux ou bien de boissons non alcoolisées. Moi, j'ai pas encore reçu ma boîte défi. Mais prochainement, je vais le recevoir. Puis j'ai très hâte de découvrir ça avec tout le monde. Puis de tous les jours, peut-être, pas tous les jours, mais de façon occasionnelle, le mois de février, partager l'expérience avec tout le monde qui a la boîte défi. D'accord. Bon, là, on est à une dizaine de jours du début de la campagne et déjà, ça, c'est les chiffres que je voyais ce matin sur le site web de la Fondation. On avait déjà 1977 participants. On avait amassé 190 906 $. Selon vous, le rythme est bon? Je pense que le rythme est très bon et ça va peut-être même grimper rendu proche du premier jour de février. Alors, écoutez, en terminant, j'invite les gens à se rendre sur le site web des 28 jours sans alcool. On peut s'inscrire ou tout simplement faire un don. Hein? Ça aussi, c'est accepté. Jean Buis, ambassadeur défi 28 jours sans alcool, merci beaucoup d'avoir jasé avec nous ce soir. Merci à vous. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. Le parc régional du bois de Belle-Rivière a inauguré début janvier le sommet des jardins et les caméras de TVBL y étaient. Oui, Claude, une colline pour s'amuser durant l'hiver qui existait déjà, mais qui est maintenant équipée au complet pour recevoir les amateurs de glisse. Alors, je vous présente ce soir notre reportage à ce sujet.
La butte de glisse ici, qu'on appelle maintenant le sommet des jardins, c'est un équipement qu'on a bâti à travers les années et c'est la butte qui est la plus haute, dans le fond, le sommet le plus haut à Mirabel. On parle de 23 mètres pour faire de la glissade de catégorie familiale. Alors, c'est une activité qui a son cours ici depuis quelques années et d'année en année, c'est en augmentation au niveau de l'utilisation parce que la tarification d'entrée du parc inclut l'utilisation de la glissade ainsi que la fourniture des tubes. Donc, c'est très, très, très familial au niveau de l'accessibilité au lieu. Les installations consistent en plusieurs équipements qu'on a installés en rafale. Donc, on a évidemment le fameux sommet qui a été construit, donc 23 mètres de hauteur. Par la suite, on y a installé un dôme géodésique de confort, donc dans lequel on retrouve une zone en la chaleur, il y a un poêle à bois, il y a aussi une toilette, il y a des rafraîchissements, donc sur le dessus du sommet et avec une vue imprenable sur le terroir de Mirabel. Une fois qu'on a fait ça, il y a une remontée mécanique qui a été installée pour pouvoir, qu'on appelle de type fil-neige, donc pour remonter avec les tubes de glisse, parce qu'ici, pour glisser sur cette butte de glisse-là, c'est simplement avec des tubes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vient d'ajouter. Et aussi un canon à neige pour fabriquer de la neige, parce qu'on sait qu'avec les changements climatiques, on a des problématiques au niveau des quantités de neige ici. C'est un canon à neige qui est adapté pour faire de la neige à -2, -3, là, même si la température est plus chaude que la normale, le canon à neige va nous permettre de faire de la neige ici pour opérer le site. Donc, la remontée mécanique et ça. Et aussi un troisième corridor de glisse qui a été installé pour la capacité d'accueil parce qu'évidemment, de plus en plus, c'est populaire, de plus en plus qu'on peut l'accueillir. Et on a un équipement aussi, une chenillette qu'on appelle pour faire l'entretien des surfaces de glisse. La surface de glisse a été testée à maintes reprises dans plusieurs conditions de neige. Alors, dans la condition, évidemment, de neige fraîche, mais aussi de la neige tapée et de la neige glacée. Alors, chacune des conditions a été testée avec plusieurs utilisations pour s'assurer de la sécurité. Donc, évidemment, ici, tous les éléments de sécurité, c'est une priorité. Alors, il y a une équipe qui est sur place à chaque fois qu'on l'utilise aussi pour s'assurer que la glisse est confortable et qu'il n'y a pas de danger et qu'il n'y a pas aussi trop de rapidité. Si ça devient trop glissant, exemple, seulement que de la glace, à un moment donné, on va fermer. Donc, à chaque fois qu'il y a une ouverture ici de l'équipement, il y a toujours du personnel ici qui est en charge de s'assurer, de tester, de s'assurer que la remontée sécuritaire ainsi que la descente. On est équipé pour, évidemment, gérer le déneigement, mais aussi, évidemment, compacter la neige dans les zones de glisse. On a le véhicule spécifique pour ça, mais aussi, évidemment, quand il arrive trop d'eau, trop de glace, bien évidemment, il faut fermer, on n'a pas le choix. Mais avec le canon à neige, ça va nous permettre de refixer une neige artificielle sur les parois glacées. Ça va nous permettre de réouvrir plus rapidement. On ne sera pas en attente de la neige pour le faire. Merci Clara, on se revoit demain. À demain, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous invite à regarder la nouvelle émission La Tablée politique qui est avec Michel Goyer. Ça suit à l'instant. Je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.